Maintenant que nous avons compris en fait ce qu'est le contractualisme, nous allons pouvoir comprendre le projet politique des révolutionnaires en 1789, quand ils érigent la République. Ils n'arrivent pas tout à fait en 1789, mais après. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au XVIIIe siècle, eh bien, on redécouvre, dans la première partie du siècle, Herculanum et Pompéi, donc des grandes cités romaines. Et on se passionne de nouveau pour l'Antiquité grecque et romaine. Ça va énormément jouer sur tout un tas de choses pendant ce siècle. Auparavant, et ça se voit dans l'histoire de l'art, on est depuis 1700 dans la sensibilité baroque, dans le rococo, en termes de meubles, en termes d'architecture, en termes d'art. On va s'intéresser justement à des formes un peu libres, etc., inspirées de la nature. On fait fi, en fait, de l'héritage de Louis XIV, un style très droit, très carré, très inspiré justement de l'Antiquité, dans une forme de rigueur. Et en fait, eh bien, ce goût qu'on a pour la liberté, la frivolité, la légèreté, qu'on trouve dans le style Louis XV, eh bien, on en a marre à cette époque-là. On en a marre parce qu'on se rend compte que eh bien, le pays est dans une crise financière énorme et on accuse l'aristocratie d'avoir justement été un peu trop légère, un peu trop libre et que eh bien, il faut plus de rigueur. C'est donc en fait ce goût-là que vont exprimer les révolutionnaires. Ils veulent plus de rigueur et ils veulent revenir à la vertu qu'on associe aux antiques. Et eh bien, ils vont s'inspirer, dans leur réflexion politique contractualiste, de la République romaine. En se disant, eh bien, c'était l'âge d'or de la civilisation qui, bien sûr, est disparu. Eh bien, nous allons chercher à le recréer. À partir de rien, puisque nous allons signer un nouveau contrat social. Donc il faut vraiment comprendre ce qu'est la République romaine, pour pouvoir bien comprendre quel est le projet politique des républicains. Alors, qu'est-ce que la République romaine ? D'ailleurs, qu'est-ce que la République tout court ? Parce qu'en fait, République, c'est un terme qui vient du latin res publica, ça veut dire la chose publique. Eh bien, c'est l'État, c'est la forme des institutions. Donc, c'est quelque chose qui semble assez neutre. Mais en fait, une république, ce n'est pas un système neutre, c'est un système, c'est un régime que nous allons étudier et qu'il s'agit de bien comprendre. Lorsqu'on regarde la République romaine, on va trouver beaucoup de similitudes avec notre République française. La République romaine, elle est organisée d'abord en fonction d'une société. Cette société, elle est établie en deux classes, pourrait-on dire. Il y a ceux qu'on appelle les patriciens, qui sont de vieilles familles aristocrates nobles, qui viennent de la royauté, puisqu'il y a eu d'abord la royauté des Étrusques sur donc cette région de Rome, et puis les rois étrusques, on les a dégagés, on a créé la République, et puis finalement, après la République, vous connaissez l'histoire, il y aura l'Empire. Exactement comme ce qu'il s'est passé en France, on a eu la République, puis l'Empire très rapidement après avec Napoléon Bonaparte. Eh bien, donc, la République romaine, elle a duré 200 ans, et donc elle s'adresse donc à ses patriciens et à ses plébéiens. Les plébéiens, ce sont les gens du peuple, la plèbe, c'est vraiment le terme qu'on emploie, et qui est neutre, ça veut simplement dire les ouvriers, les artisans, les paysans de l'époque. Donc, des plébéiens et des patriciens qui vont essayer de se partager le pouvoir et de vivre ensemble. Donc on donne en fait aux patriciens le Sénat, donc c'est eux qui vont s'occuper de la vie politique, qui vont administrer les affaires publiques. Et ces patriciens, en fait, ils vont suivre ce qu'on appelle le cursus honorum. Ils vont gravir par paliers les échelons différents du Sénat pour accéder à des postes de plus en plus importants.
Et puis, les plébéiens, finalement, ça va pas trop leur plaire parce qu'ils sont pas trop actifs. Parce qu'en fait, pour voter pour des sénateurs, eh bien, il y a un suffrage censitaire. Ce sont les plus riches qui votent pour les patriciens qui seront les meilleurs, en fait, pour accéder à ces différentes fonctions. Et finalement, les plébéiens se trouvent un peu en porte-à-faux avec ce Sénat. Donc, ils vont créer, avec des luttes, ils vont finir par créer le tribunat de la plèbe, que leur concédera le Sénat, et qui est un organe parallèle qui va permettre en fait aux plébéiens de s'exprimer et de pouvoir contrecarrer le Sénat. Donc ça reste un pouvoir limité mais qui est important. Il y a donc en République, tout le monde est citoyen excepté évidemment les femmes, les enfants, les esclaves, les étrangers. Mais il y a aussi donc une seconde classe de citoyens qui peut comprendre des étrangers de la République romaine si évidemment ils se sont rendus honorables auprès de cette République. Et puis surtout, la citoyenneté c'est un devoir, ce n'est pas seulement un droit. Donc, quiconque est citoyen doit être soldat. Il doit s'engager militairement pour la République. Ça c'est important parce qu'on le verra, ça aura une importance décisive dans la politique que mèneront les républicains. Donc on trouve un suffrage censitaire avec des obligations citoyennes. Et du coup ça inspire aux révolutionnaires quelque chose de la vertu, tout le monde s'engageant ensemble pour le bien commun, défendant la patrie face à ses ennemis, etc., etc. Mais on comprend bien que c'est bizarre, c'est pas tout à fait ce qui nous semble le plus démocratique. Effectivement, les plébéiens votent, mais ils votent en fonction de leurs revenus, et surtout pour une même classe de gens, qui sont les patriciens. Donc ça nous semble certes démocratique, parce qu'il y a le vote, le suffrage, et pourtant, bizarre, on sent bien que là, il y a un truc qui va pas, c'est pas tout à fait une démocratie. Donc ça nous oblige en fait à nous poser la question de la souveraineté. Qui est souverain dans la République romaine? Est-ce que ce sont les patriciens? Ou est-ce que la souveraineté vient d'en bas? Eh bien ce sont les plébéiens qui sont souverains puisque ce sont eux qui votent. Et en fait ça c'est vraiment important cette souveraineté. Ça veut dire quoi la souveraineté? Ça veut dire en fait qui est la source du pouvoir, qui est à l'origine du pouvoir et qui va donc organiser la société selon cette source. Et on va voir qu'en fait il y a beaucoup, disons 3 grandes théories de la souveraineté et sur laquelle évidemment il y a des régimes différents qui vont pouvoir se créer et ou alors parfois donc soit des monarchies, soit des aristocraties, soit des démocraties, qui vont se fonder sur ces théories-là, mais qui du coup n'auront pas tout à fait les mêmes prérogatives, les mêmes façons de s'organiser. Donc c'est ce que nous allons voir au prochain épisode. A plus.